Comme ça. Le compteur, ça enregistre. J'adore. Bienvenue sur Twitch. Bienvenue sur Twitch. Fallait commencer par là, en fait. C'est pas Pistec. Mais c'est une pantoufle. Non, c'est le pastèque avec une barbe. Ah, bon, ok. Une pastèque terroriste. Ou c'est peut-être une charentaise. C'est peut-être une charentaise brésilienne, en fait. Oh là là. Il y a de la réverb dessus. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Apparemment, le générique est fait dans les toilettes aujourd'hui. Tant pis, c'est pas grave. Si je vais me faire chier à faire des covers pour les épisodes, je pense que la version pastèque serait parfaite. C'est la vignette sur YouTube. Attends, j'ai parfait. Ah, t'as un parfait. Ah, bah voilà, des bonnes lunettes. Et voilà, les bonnes lunettes. Felou les a pas sorties, celles-là. On leur Je sais dira. pas, peut-être que ça... Ouais, on leur dira. J'ai Allez, une photo avec des vraies lunettes comme ça. Ah, bah voilà. Donc ça existe. on saura tout. Dans cet épisode 4 de la saison 9 de Monsieur Siri and Friends, l'épisode spécial Sarah. C'est trop chaud. Ma vie, mon œuvre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe chez Elodie? Il n'y a plus rien. Il y a besoin de filtres dans la vie quand t'as bonne que cheveux IRL. Il n'y a plus rien qui va. Il n'y a plus rien du tout qui va. Fatigué. Allez, hop, on continue. Ah ouais, là, Hop. Oh là là. C'est un massacre. Putain. Oh, bah, on va présenter comme ça, c'est bien. Donc, c'est un numéro spécial accessoire, en fait. C'est pas Podcast les est matchs. sponsorisé par la foire fouille. Et vive Ah la ouais. fête. Et Donc, puis, la fête, c'est toute la saison, on remarque. ah bah oui, bien C'est sûr. vrai. Et donc, épisode spécial Sarah, parce qu'en fait, sur une blague, on s'est dit, bah oui, pourquoi pas. Vous aurez un passage spécial sur des séries avec des Sarah. Parce que c'est la Sainte Sarah, en fait, faut le dire quand même. Parce que Bah oui. Bonne c'est fête, pas Sarah. juste. Merci. Mais oui, effectivement, ça partait quand même d'une blague. Hein. Je pensais à aucun moment que ce serait pris au sérieux. Mais Ah ouais. sache que tout part d'une blague chez nous. Tout. On a fait des podcasts entiers là-dessus. Hein. Il y a un truc avec Arnold Schwarzenegger qui a été fait à cause de ça. Il a duré 3 ans le machin. Donc, On aime bien les blagues qui durent Mais- longtemps. déjà, estime-toi heureuse qu'on fasse pas un podcast entier sur les Sarah, quoi. Un jour, une Sarah. Ça se trouve, ça ça sera le existe pas. podcast le plus écouté de tous les temps. On va faire un spin-off sur les Sarah derrière. Ouais, Qui sait? ça va faire 3 épisodes, je pense. Et ça Ouais, on s'appellera enregistrera Sarah depuis. Toustra. Et il sera enregistré depuis Sarasota. Et Sarajevo. Non, c'est un peu plus chaud. Ouais, celle-là, ouais, bon, ça passe pas aujourd'hui, je pense. Bon, qu'est-ce que vous avez fait ces 2 dernières semaines, et même plus pour certains et certaines, globalement, niveau série, hein, Sarah, justement. Eh ben, moi, pas grand-chose puisque j'étais en vacances, mais j'ai quand même regardé rapidement hier et avant-hier la fin, non hier je crois, la fin de Lonely Planet que voilà j'aimais, Strange Planet. Strange Planet, Strange ouais, Planet. Lonely Strange Planet, c'est les Planet. guides. Je suis parce que encore en tu prends une vacances en vacance, fait. hein. C'est ça, c'est le guide Bah vacances. écoutez, il y a une série qui est sortie. C'est le nouveau Thalassa. Donc oui, non, Strange Planet que j'ai terminé, très très chou, vraiment j'étais quand même contente de finir cette série. Et j'ai commencé la nouvelle saison de Love is Blind sur Netflix, donc la télé-réalité dont je parle à chaque fois, des jeunes gens qui veulent trouver l'amour sans se regarder et sans se voir surtout. Pour l'instant c'est un peu nul, donc je suis un peu déçue, il n'y a aucun couple auquel je m'attache. Voilà. Et enfin, le début de la nouvelle saison d'American Horror Story qui vient d'arriver sur Disney+, je crois, donc il y a les 3 premiers épisodes.
Oh là là, c'est nul hein, pour l'instant. J'ai vu 3 épisodes. Franchement, Ça fait déjà quelques C'est la saison avec Kardashian. c'est la saison avec Kim Kardashian et Ouais. étonnamment, c'est pas la plus nulle. Ah non, c'est non, Canal, non, c'est- c'est c'est Elle Canal, est c'est pas même, Disney+, du coup. elle est même plutôt pas mauvaise dans son rôle, donc ça c'était bon. Ça bonne fait un moment surprise. que American Horror Story c'est nul quand même, non? J'ai Ouais, l'impression mais que... moi je continue à regarder parce qu'il y a quand même quelques saisons qui peuvent être de bonnes surprises. J'ai bien aimé la saison précédente qui se passait à New York Il faut que je et la regarde. qui était voilà sur le milieu gay dans les années 80, qui était vraiment hardcore et qui était pas mal du tout. Donc j'avais un petit peu d'espoir pour celle-ci. Mais là c'est Emma Roberts qui est le personnage principal. En plus elle me fatigue cette meuf. Donc du coup J'ai- ça tourne j'ai une vraiment ça tourne vraiment que autour d'elle là. Alors qu'habituellement American Horror Story t'as quand même plusieurs personnages, t'as plusieurs trames, etc. Bon bah à suivre. Bon, je J'ai une verrai. question en fait, comme la saison s'appelle Delicate, en fait, est-ce que vraiment la saison est d'une délicatesse infinie par rapport aux autres ou c'est... C'est très délicat. Ouais. Non. Voilà. Ok, Bon, je verrai la suite. Voilà. ok, très bien. Et une série avec une Sarah. Enfin, Tout à fait. voilà, Sarah Paulson. Olivier. Oui, bah pareil, j'étais en vacances, donc j'ai continué mon visionnage de The Good Wife. Hein, donc là, maintenant, j'en suis en saison 6. Alors le problème, c'est que la saison 3, 4, 5, les saisons 3, 4, 5 étaient tellement bien que bon, la 6 c'est un peu moins bien. Bon, bah tant pis, ça reste quand même très très bien. Mais voilà, le niveau était tellement haut avant que C'est ça. c'était dur de rester à ce niveau-là. Et puis j'ai commencé The Changeling, dont on va parler pour un numéro spécial Halloween, il me semble. Et puis surtout, je voulais vous parler de Rick et Morty, parce que j'ai commencé la saison 6 qui est disponible sur Netflix. Donc les 6 premières saisons sont disponibles sur Netflix. Et en fait, je trouve que c'est une série dont on parle plus du tout, étonnamment. Et en fait, c'est une série, je trouve du fait qu'elle soit tombée un peu dans l'anonymat, elle a atteint une espèce de level de je m'en foutisme qui est assez délirant. Et ça donne des épisodes qui sont totalement surréalistes, quoi. C'est-à-dire qu'ils en ont plus rien à secouer de toute forme scénaristique. Et du coup, ils te propulsent dans des dans des histoires hyper compliquées, mais en plein milieu. Donc, t'es là, tu ne comprends absolument pas ce qui se passe. Et en fait, il y a des moments où tu te raccroches au truc et c'est absolument génial. Puis il y a des moments où tu te raccroches pas du tout, mais ils en ont rien à secouer. Et du coup, ça fait une série qui est totalement libre, totalement fun. Moi, je trouve que c'est vraiment une source de liberté folle, quoi. On n'a tellement pas l'habitude de voir ça que c'est assez bizarre. On a vraiment du mal à s'y mettre. Mais ça fait vraiment beaucoup de bien, quoi. Et quand ça marche, c'est tellement drôle. Il y a un épisode où ils refont tout un Die Hard, mais dans l'espace. C'est à mourir de rire. C'est l'épisode 2 de la saison 6. Alors au début, on est projeté dans le machin, on sait même pas qui est quoi, qui fait quoi, machin et tout, on comprend rien. Puis au fur et à mesure, on se met à comprendre un petit peu ce qui se passe. Et puis il y a le concept de refaire Die Hard dans l'espace, et c'est ultra drôle, quoi. Et vraiment, moi, c'est l'épisode que j'ai adoré, à la fois référencé, mais à la fois très intelligent, à la fois très original. Non, vraiment, je trouve que c'est une série dont on parle pas assez et qui finalement ça lui fait peut-être du bien aussi, quoi, qu'elle On soit va peut-être devenue parler un assez peu inaperçue. trop aussi, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'au départ, on en parlait beaucoup, et puis en fait, c'est une série qui s'est fait oublier, et qui a eu des creux et tout, et je trouve qu'elle est devenue un objet totalement... un truc totalement original, quoi. C'est vraiment... ils se sont vraiment émancipés de toute forme de récit, et ils font ce qu'ils veulent, quoi. Ils partent dans leur délire et c'est à nous de suivre. C'est pas eux qui font en fonction du public, c'est nous qui devons faire en fonction de la débilité des créateurs. Et on a tellement plus l'habitude de ça que c'est assez c'est à la fois perturbant et à la fois c'est jouissif.
Donc, C'est des perturbants, j'imaginais un papa avec la turbante. Je suis désolé. et donc voilà, donc s'il y en a qui aiment la liberté et la folie, faut se raccrocher au wagon de Rick et Morty. Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas vu une saison de Rick et Morty, et je dois dire que j'ai pris beaucoup de plaisir à voir cette 6e saison. C'est déjà à partir de la 6e saison qu'ils se sont libérés du poids lourd et gênant. Oui, c'est ça, c'est la dernière diffusée, donc c'est à partir de la saison 7 où tout Voilà. est recasté. Voilà la raison pour laquelle c'est mieux. Mais en fait, ce qui a été expliqué avec les enquêtes, c'est que Justin Roiland, en fait, il écrivait, enfin, il showrunnait, mais il écrivait plus grand chose, en fait. Donc il était théoriquement plus trop là depuis la 4e saison. Oh, les Théoriquement. emplois fictifs, quoi. Ouais, Ouais, c'est un c'est tout ça. petit peu ça, en fait. Mais la saison 7, elle arrive là. La semaine cette prochaine. semaine. Ouais. Oui, c'est ça. Donc la saison 6, il y est encore. Hein. Oui. Oui, oui. Il y est, Voilà. il y est, apparemment. Enfin, il y est il pas. en doubleur, en fait. En Enfin, tout cas, c'est- il est effectivement encore dans le projet, effectivement. Mhm. Mhm. Mathieu. Oui, t'es en Oui, mute. oui, J'ai j'étais en l'impression d'être au boulot, putain. Oui, bah écoute, on est beaucoup. Tu es en Qu'est-ce que j'ai fait J'ai continué mon marathon débile de Drag Race où je regarde tout. Voilà, je vais pas mettre. Ça finit jamais, ça, en fait. Non, parce que vu qu'il y a plus de, je vais moins vite que le nombre de saisons qui sortent. Et que j'ai des années de retard, ben peut-être dans 2 ans je serai à jour, on verra. Je ne sais pas, peut-être je ne serai jamais à jour, c'est drôle de penser ça. Au bout d'un moment j'ai envie d'aller. C'est bien, ça donne un avant-goût de la vieillesse, en fait. Ouais, c'est ça, c'est Je suis prémonitoire. plus à jour. Voilà. Je comprends plus rien, moi, à votre pareil, truc de jeune. C'est un peu mon sentiment, tu vois. J'ai l'impression de plus être à jour. Sinon, C'est j'ai clair. fait une autre connerie, c'est que je me suis dit, tiens, et si je reprenais Supernatural, il me restait quoi 13 saisons Pourquoi et une demie connerie? Parce qu'il me reste 13 saisons et demie et que Bah, c'est pas grave. pour voir des nouveautés, et donc bah là non, donc c'est voilà, donc je me suis tapé. Je j'ai suis pas trop à dire qu'il faut voir des nouveautés. Il y a Oui, mais suffisamment aussi dans pour l'histoire moi. de série pour faire avec de quoi faire. Mais des donc trucs bien. bah ça sera pas encore le cas, donc voilà, je vous ferai peut-être si je continue en tout cas et que j'abandonne pas dans 2 semaines. Pour l'instant, je kiffe ma vie cette semaine en tout cas, donc Supernatural c'est très bien. Et si je me trompe pas, on a déjà fait l'épisode Supernatural. Oui, Mais je bon. pense. Je pense qu'on l'a déjà fait. Donc, Oui. Mais le Essayez pilote pas est de très nous bien. faire- Regardez-le. Juste le pilote, Ouais. déjà, si ça vous donne pas envie, bah arrêtez, mais le pilote est très bien. c'est Moi, j'ai clair. envie de me la refaire aussi. Bah, on peut se la faire ensemble si tu veux, y a pas de souci. Elle est encore sur Prime ou pas? Je sais pas, moi j'ai l'intégrale à la maison. Mathilde a égalé la maison. Je me suis entendue moi-même faire la connasse. Vraiment, bon. Elle nous a fait le Mockingbird, quoi. Il était Mockingbird. Et pour finir rapidement, pour pas empiéter sur Marocco, j'ai quand même vu une mini-série sur Netflix qui s'appelle Inside Man, qui est sortie l'année dernière, et je crois pas qu'on en ait parlé. Et finalement, j'ai pas tant de choses à en dire que ça. Mais pour vous la vendre un peu, c'est Steven Moffat, le créateur de Sherlock. Donc c'est très bien. C'est n'importe quoi en même temps. Enfin, ça part dans tous les sens. Faut avoir une grande suspension d'incrédulité. Et il y a il y a David Tennant dedans. Et j'oublie son nom parce que bien sûr j'y ai pas pensé, j'ai pas préparé mon truc. Le monsieur que j'adore qui est dans le Devil's Wears Prada. S'il vous plaît, aidez-moi. Il s'appelle Stanley Tucci. Michael. Stanley Tucci. Ah oui. Voilà, merci. Donc il y Le a gars Stan... qui fait des superbes recettes sur TikTok. Peut-être. Sérieux? Ah oui. Ah, Le ouais, faut compte le suivre. TikTok de Stanley Tucci, il est Il faut que j'aille voir. exceptionnel. Que de la bouffe. C'est quoi C'est c'est... de la bouffe italienne. Ah, mais il Oui, a mais- sorti un livre en fait, oui, j'ai vu le livre cet été. Il a sorti Je un livre de quitte ce bouffon. podcast pour aller lire ça. Incroyable. C'est juste incroyable, t'as vu tout manger. Ouais. C'est fou. Et puis lui, il est fou, quoi. Et en gros, de quoi Tucci qu'est-ce que ça gang. cause? C'est Stanley Tucci qui est en prison parce qu'il a tué sa femme et il est condamné à la peine de mort. Et il aide des autres gens pour résoudre des enquêtes pour le temps qui lui reste. Et en même temps, il y a David Tennant qui est un prêtre. Et il lui arrive une énorme merde dans sa vie où tu te dis c'est pas possible d'être confronté à tant de merde. Et c'est juste un problème qui va empirer. Et il va essayer de se sortir de cette situation. J'ai pas envie de vous dire quoi parce que ça fait partie de la série, ça arrive rapidement, mais c'est tellement choquant que je dirais pas.
Il s'est lancé dans les feux de l'amour sans faire exprès et Ça il aurait s'en été sortir. finalement. J'aurais eu besoin du coup de plus de 4 épisodes pour aller au bout de cette infamie. Mais ouais, et les deux intrigues vont se lier grâce à une journaliste. Et ça va partir en couille très loin. Et en fait, c'est à la fois hyper dark dans ce qui arrive aux personnages et les événements, mais il y a l'humour de Steven Moffat qui est très très british où on rigole de choses atroces. Et du coup, ça rend le tout beaucoup plus léger et super sympa à regarder. Et des fois, j'ai la chair de poule parce que le suspense est insoutenable et des fois, c'est super drôle. Ou les deux en même temps. Et mon personnage préféré, c'est un cannibale. Voilà, c'est juste une info. Parfait. Qui c'est le personnage le plus drôle de la série. Vraiment, chaque fois qu'il ouvrait la bouche, je me tapais les fesses par terre. Voilà. D'accord, très bien, très bien. Elodie, Et ben moi, en ce moment, je regarde Devil in tu étais Ohio. en vacances Non, bah non, pas moi. Non, je regarde Devil in Ohio et c'est sur Netflix et c'est pas très bien, mais il y a Emily Deschanel dedans et une secte et Ah bah oui, voilà. voilà. Il y a plein Ça de champs, faisait apparemment. longtemps. Ça se passe beaucoup dans les champs, je crois. Ouais, il y a beaucoup de maïs. Oui, voilà. C'est ça. Et en fait, Fort quota de maïs. c'est un peu tous les clichés de films d'horreur nuls et ça fait pas peur. C'est pour ça que je le regarde. Et en gros, l'histoire, c'est Emily Deschanel qui joue une psychiatre dans un hôpital. Et un jour, il y a une jeune demoiselle qui s'échappe visiblement d'une secte qui se fait récupérer. Et elle a bizarrement un pentagramme de gravé littéralement dans le dos. Et Emily Deschanel, de bon cœur, du coup, va l'accueillir chez elle parce que, évidemment, Bah tous oui. les refuges sont pleins. Et bon, la meuf est un peu chelou, quoi. Voilà. Enfin, sans surprise. En gros, c'est prenez tous les clichés de réalisation de films d'horreur nuls et je pense qu'ils les ont à peu près tous faits. Sauf les jumpscares parce que ça fait pas peur. Mais voilà. Mais sinon, c'est un peu rigolo parce que c'est un peu nul. Mais voilà. C'est cool, c'est un peu nul. Bah, en C'est vrai, bien il y a résumé. zéro surprise parce que c'est vraiment tous les poncifs du genre. Mais il y a Emily Deschanel dedans. Donc je regarde. Ok, très bien, très bien. Et donc Florian, toi de ton côté Bien, entre deux prises de drogue, j'ai également regardé la saison 7 de Doctor Who. Donc le début de saison 7 qui marque un bouleversement important dans les compagnons de Doctor Who que je vais pas spoiler. Donc comme Mathieu, je me suis tapé pas mal de Moffat. Et je me suis arrêté donc au Christmas Special de 2012 qui s'appelle The Snowman. Et donc là, je vais reprendre en fait la deuxième moitié de saison 7. Donc je sais pas trop ce qui m'attend. J'ai trouvé donc la première moitié de saison 7 un tout petit peu raide concernant ces fameux bouleversements sur les compagnons. C'était pas trop mal géré, mais c'était pas très bien non plus. J'ai surtout trouvé ça voilà. C'est Et l'équivalent surtout, du c'est con mais c'est drôle quand même. non, c'est pas. Justement, c'était pas con, mais en fait, le dernier épisode de la première partie se passe en fait avec le retour des Weeping Angels, en fait, donc les fameuses statues meurtrières, qui ne sont. Enfin, qui, plus elles reviennent, en fait, moins j'ai envie de voir des épisodes sur ça. Ça c'était, enfin déjà ça me faisait un tout petit peu baisser dans l'estime. Et après oui il y a une foultitude d'événements et de twists scénaristiques qui me font plus dire que voilà Moffat tenait à prouver en fait que c'était lui le plus malin. Je sais pas, c'était un tout petit peu à la limite de la manipulation émotionnelle, un tout petit peu. Donc voilà, je suis un peu resté sur ma faim et du coup oui moi j'aborde. Enfin voilà, donc dans l'ensemble, je vais finir la saison 7, qui donc est également la dernière de Matt Smith, avant d'attaquer les saisons avec Peter Capaldi. Et j'ai également fini Ahsoka. On a parlé d'Ahsoka depuis la fin de l'été ou pas? Non. Je crois pas. Bon. Mais c'était, pour moi, j'ai vu pas mal de mauvais retours et de gens qui étaient soit déçus, soit enfin, pas très convaincus par la série. Ben moi j'ai fait tout l'inverse. Hein. Ouais, mais franchement, j'ai beaucoup aimé, mais j'aime beaucoup, en fait, j'aime beaucoup les personnages. Je pense que dans l'ensemble, ça avait pas grand chose, en fait, à explorer ou à raconter. Ça le fait avec pas mal de brio.
effectivement, ça ouvre la porte très très grand à une saison 2, donc avec l'affrontement à venir sur le fameux Emperor Throne. Et moi qui n'ai pas maté Clone Wars, donc la série animée, je pense que j'ai capté 80 ou 85% des choses. Et honnêtement, en fait, je pense que ça réussit pas mal de choses que Mandalorian, en fait, avait totalement échoué. Et donc, voilà. Bon, honnêtement, moi j'aime beaucoup. Enfin, honnêtement, j'aime beaucoup l'ensemble du cast. Je trouve que Sabine Wren en tant que personnage et en tant qu'actrice, c'est une vraie révélation. En fait, elle déborde de charisme pour moi. Donc, ouais, c'est franchement la première série Star Wars, en fait, qui trouve un tout petit peu grâce à mes yeux. Voilà. Ok, moi de mon côté, j'ai lancé une série qui a débarqué sur la page principale de Netflix, là, chez moi, alors que ça fait depuis juillet qu'elle est en ligne. Enfin, les 10 premiers épisodes, c'est Captain Fall, une série animée pour adultes. Je me suis dit, tiens, je vais regarder. Hein. Archer est en train de terminer. Il y avait Paradise PD qui était pas trop mal. Il y avait Inside Job que j'avais pas mal aimé aussi. Je me dis, tant qu'à faire, je vais regarder. J'ai vu 2 épisodes pour l'instant. Et donc, on a Jason Ritter qui est dans la voix principale avec Christopher Meloni aussi dans le rôle de l'agent Steele. Et donc, par contre, je connais pas trop les gens qui sont derrière. Hein. C'est John Edgaker et Jonas Torgersen. Mais parce que ce sont les gens qui ont créé Norsemen, en fait, la série parodique, en fait, avec des Vikings. Ah oui. En 3 saisons, qui était. Bon, moi, j'avais vu la version anglaise, en fait, pour la chroniquer pour CNET. Donc, j'ai vu que la première saison. Mais du coup, le La truc, c'est que version d'origine était très drôle. Hein. Et j'ai vu la bande-annonce, en fait, de Captain Fall, et je sais pas du tout de quoi ça parle, en fait. C'est pour ça que Alors, j'ai pas Captain maté. Fall, donc, il faut savoir que c'est une série qui avait été... le projet a commencé en 2020, juste avant la pandémie, ou en plein pendant. Et elle est arrivée ici en 2023, donc voilà, elle a pris un coup un peu dans la tronche. En gros, ça parle d'un gars qui est dans une famille depuis toujours. Ce sont des capitaines de paquebots. Ils ont aidé pour les 2 guerres mondiales. Enfin, voilà, super famille. Et lui, en gros, c'est le seul qui a réussi à être 268e sur 268 personnes à passer l'examen. Donc, il est vraiment très très nul. Il est naïf au possible et en gros, sa famille le rejette jusqu'au jour où, en fait, il y a un capitaine d'un bateau qui est arrêté par une espèce de... Ouais, pas le FBI, mais quasiment le FBI, qui est arrêté, et il y a une espèce de complot derrière tout ça. Et l'agent Steele, justement, trouve ça louche et il a envie d'enquêter là-dessus, alors que tout le monde lui dit non, arrête de faire des conneries, t'es chiant avec tes complots. Et on finit par avoir justement cette espèce de complot, cette espèce de gang bizarre. D'ailleurs, le méchant, on dirait le méchant dans l'Inspecteur Gadget, parce qu'on le voit de dos avec un chat devant un écran. Je me suis dit putain, c'est l'Inspecteur Gadget de retour. Et ils finissent par se dire on va chercher le gars le plus con possible, le gars qu'on pourrait manipuler comme on veut. Et ben c'est ce gars-là qu'ils sont venus chercher pour piloter le nouveau paquebot qui c'est juste une façade pour des faits un peu illégaux, voire très 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 illégaux. Et en gros, c'est lui qui est très con, les autres qui font des blagues de cul tout le temps. C'est des blagues aussi un peu décalées sur l'espèce de comment on pourrait appeler ça? Parce que j'ai joué, c'est un complot, mais ouais, c'est une espèce de gang de trucs un peu bizarres où t'as une fille qui doit être discrète, elle est jamais discrète, elle finit par buter tout le monde. C'est sa discrétion à elle, et lui, il est tellement con qu'il voit même pas quand il rentre dans la chambre de ses parents qui sont en train de baiser qu'il faut s'en aller, par exemple. Toi, c'est ce genre de gars-là. Avec des parents qui ont besoin d'un métronome pour baiser aussi, ça, il faut le savoir. C'est assez louche. Chacun Donc c'est les séries adultes de chez Netflix. On va te mettre du cul, on va te mettre du sang, voilà, plein de trucs comme ça un peu dégueux. Sur 2 épisodes, j'ai trouvé ça rigolo. Faut voir sur 10, parce que c'est vrai que parfois ça peut très très mal tourner en fait. C'est rigolo sans être hilarant, quoi, en fait. C'était pas un truc où tu t'es fendu la poire. 2-3 moments où j'ai gentiment souri en fait. Voilà. Comment dire, elle doit venir chercher justement ce gars-là dans un bureau de recrutement. Et
la femme, elle est tellement étonnée qu'ils veulent ce gars-là qu'elle dit, ah, mais je vais faire une photo sur Instagram, ça va être cool, regardez, on prend une photo. Elle dit non, faut que ce soit... Le patron a demandé que ce soit discret, et alors elle finit par buter tout le monde dedans. Et puis elle arrive avec, en ayant fait exploser le truc de recrutement. Et le gars, lui dit, en train de faire du sudoku, il dit, ah, c'est comme ça que t'es discrète, toi. Et là, j'ai rigolé parce que c'est en décalage. Mais sinon, après les blagues où voilà, les parents baisent, lui, il est rejeté dans une maison dans l'arbre. Voilà. Je sais pas. J'attendrai de voir un peu plus. Mais je connais Netflix là-dessus. Et soit ça peut être très drôle, soit c'est juste, regardez, on a fait des blagues de cul. C'est un peu le problème. Mais bon, ça n'a rien à voir avec autre chose, je finirai là-dessus. J'ai vu donc un article passé sur AV Club, donc avec James Burrows, pour le retour de Frasier. James Burrows, c'est un réalisateur qui a des milliers et des milliers d'épisodes à son actif. C'est lui qui a aussi co-créé Cheers, qui a co-créé bien sûr Frasier. Il a fait la plupart des épisodes de Friends. Voilà, c'est pas non plus un gars qui connaît pas les sitcoms. Et en gros, il dit que, selon lui, en fait, il sait pas si le genre de la sitcom a encore un futur ou un avenir. C'est vrai que quand on regarde un peu ce qui se passe en ce moment, au niveau des sitcoms, et je pense que là, Olivier est tout à fait d'accord là-dessus. C'est vrai que le genre de sitcom, comme on l'entend avec multicaméra, public, etc., ça a tendance à plutôt mourir. Et la phrase qu'il dit dès le départ et qui est reprise dans l'entête, c'est que avant on avait trois chaînes et 30 scénaristes excellents. Maintenant on a 500 chaînes et toujours 30 scénaristes excellents. Donc il y a je trouve ça... Mais c'est tellement vrai en fait. C'est voilà, exactement ça le problème. C'est ça le problème, c'est qu'en fait on a... il y a ce problème-là, il y a aussi d'autres choses. C'est comme il le dit aussi un peu plus tard. Il y a plein d'autres choses, mais c'est vrai que ça fait partie du problème. Voilà, ça fait partie du problème. Et il dit aussi, maintenant, le souci, c'est qu'on a des personnes à la tête des chaînes et des networks et des trucs de streaming c'est vrai aussi. qui, en fait, n'y connaissent absolument rien en série ou voilà, c'est juste des gens, comme il dit, à envoyer de la merde sur un mur et voir ce qui va coller, quoi. Donc, et c'est vrai. Il n'y va pas par quatre chemins. Tu vois que le gars, lui, il s'en fout, sa carrière, elle est faite. Hein. C'est bon, il n'en a plus rien à foutre. Et à ça, en fait, j'ai vu une vidéo, et ce sera une recommandation après, donc de Michael Jamin, qui a travaillé sur King of the Hill, entre autres, sur Voilà. Voilà, il a travaillé ça fait 27 ans qu'il bosse dans les sitcoms, il en a fait énormément. Et il dit, le souci aussi qu'il y a, c'est que plus le temps passe, plus les personnes qui travaillaient sur les sitcoms, comme on les a aimés, comme on les a connus, finissent par partir à la retraite, mourir, ou en tout cas, il n'y a plus le passage de flambeau. Soit parce qu'on ne le laisse plus faire, soit parce qu'en fait, il y a des gens qui ne veulent plus non plus. Qui ne veulent plus essayer d'aller chercher sur ce savoir-faire qu'il y avait de la sitcom, le côté chaleureux, etc., qu'il pouvait y avoir, et essayer de le renouveler. Non, tout ce qu'on va essayer de faire, c'est, comme il dit, voilà, comme on me l'a fait faire ici, on fait un retour de Frasier, on fait un retour de Dingue de toi, on a pas essayé de parler d'un retour de plein de choses, et c'est vrai. Je pense qu'il y a des gens qui ont envie de créer des choses, qui ont envie de faire des choses, mais simplement on ne laisse pas faire non plus. Donc c'est un peu compliqué. Je pense mais c'est ça, il y a plein de problèmes. Il y a un tour de vis qui a été fait au niveau de l'humour par les studios, les networks américains, les plateformes, et qui fait que en fait on ne peut que refaire ce qui a été fait avant, parce que dès qu'on essaie de faire quelque chose de nouveau, en fait ça ne fonctionne pas, quoi. Donc c'est ça, soit ça fonctionne pas, soit il y a justement des personnes qui comprennent pas ce qui faisait que ça fonctionnait et comment on peut aussi... D'ailleurs, Reboot, qui malheureusement n'a pas eu de seconde saison, le montrait très bien, en fait, ce problème-là, le problème de faire rencontrer en fait plusieurs générations de scénaristes et de créateurs ensemble, et moi ça me fait franchement chier. Ça me fait même mal, vraiment, parce que c'est le genre que j'adore tout particulièrement depuis toujours. Il y a des séries qui sont absolument cultes encore aujourd'hui, et qui ont les raisons d'être cultes. C'est pas juste parce que c'était à l'époque, mais
de voir que ce genre-là est laissé comme ça sur le côté de la route parce que mal compris, ou alors aussi le changement comme on en parlait déjà, hein, du raccourcissement des saisons. C'est un genre, la sitcom, qui en souffre énormément. Parce que la sitcom a besoin des épisodes de remplissage, a besoin des épisodes de prendre du temps pour installer justement le côté cocon ou bande de potes ou quoi on a peur. Je crois qu'il y a aussi, il y a eu la sitcom venait aussi beaucoup du stand-up, et maintenant le stand-up a pris une place à part entière, et l'humour style stand-up est resté maintenant dans les salles et a beaucoup de mal à arriver alors il y en a qui arrivent à le faire, hein. Encore heureusement, mais malgré tout ils sont quand même obligés de vachement édulcorer ce qu'ils disent, et alors que finalement quand on regarde des séries comme Cheers, en fait c'est une série qui serait plus possible de faire maintenant, parce que la relation entre Diane et Ted Danson, c'est quelque chose qui joue sur une forme de méchanceté, sur une forme sur une forme de pas de conflit, mais d'opposition. Et ça, en fait, le problème, c'est que c'est quelque chose qui ne fonctionne plus. Donc le problème, c'est que du coup on a je pense qu'on a encore plein d'auteurs qui sont très bons. Ça, on les voit sur les scènes de stand-up. C'est vraiment, on voit des trucs qui viennent des États-Unis en termes de stand-up qui sont hyper drôles. Et pourtant, le problème, c'est que ça se traduit pas. En fait, c'est pas ces gens-là qui maintenant écrivent les séries, en fait. Alors qu'avant, c'était, on allait chercher dans les salles de micro ouverts, on allait chercher des auteurs qui étaient drôles, et le problème, c'est que maintenant, on va plus chercher ces gens-là, quoi. Et on prend des gens qui sortent d'école, on prend des gens qui sont bien sous tout rapport, qui disent oui à tout ce qu'on leur demande. Et le problème, c'est que je pense qu'il y a une forme il y a une forme d'aseptisation qui fait que, ouais, je trouve que on obtient des sitcoms qui sont à la fois lissés en termes d'image et à la fois lissés en termes de contenu, quoi. Ouais, en fait, t'as aussi le truc, ouais. C'est qu'on laisse plus le temps aux sitcoms de se construire. C'est que si tu regardes n'importe quel sitcom qui est devenu culte, en général, les premiers épisodes, voire la première saison, c'était pas terrible. Et en fait, maintenant, vu que ce soit service de streaming ou chaîne, c'est vraiment géré par des businessmen, il faut que ce soit vraiment efficace tout de suite. Et pour une sitcom, c'est pas trop possible parce qu'il faut le temps d'apprendre à connaître les personnages et tout. Et du coup, comme il faut que ce soit efficace tout de suite, tu reprends la même sauce pour toutes tes séries, sauf que ça marche peut-être une saison, mais pas deux. Et du coup, voilà, c'est un peu la recette Netflix où tu vas avoir une sitcom qui va durer une saison, hyper oubliable, et puis elle disparaît. En fait, le truc, c'est qu'on est en train de s'apercevoir que l'humour, c'est le truc le plus compliqué à faire, quoi. Et que il faut du temps pour le faire, il faut de la liberté pour le faire, il faut des bonnes personnes pour le faire, et que, en fait, tout ça, c'est pas réuni actuellement pour sortir des très bonnes comédies, quoi. Alors, il y a des trucs qui sont pas si mal, il y a des qui sortent un peu du lot, mais globalement, ouais, moi, je trouve qu'on est dans une période basse de la comédie. Comédie aux États-Unis, quoi. Tu parlais des stand-up, et il y a un truc qui m'a fait absolument mal quand j'ai vu ce qu'ils en ont fait, et c'était Netflix, parce que Netflix, ils ont tendance à faire de la sitcom façon Nickelodeon, quoi. C'est super lisse, c'est éclairé avec 1000 flashs, etc. Mais il y avait donc la série Mister Iglesias avec Gabriel Iglesias, donc Fluffy, que j'adore, franchement. Le gars de stand-up, ces spectacles, ils sont absolument hilarants. Ils sont sur Netflix d'ailleurs aussi, mais la série qu'ils ont fait derrière, et c'est ça le problème, c'est que en fait, tous ces gens de stand-up, quand ils passent au niveau de la série, tu te dis, il s'est passé quoi là? Vous les avez passés à la machine à laver, c'est pas possible, quoi. Enfin, il y a un problème. C'est hyper drôle quand ils sont sur scène, et c'est plus drôle du tout quand ils passent. Quand ils passent derrière la caméra et qu'ils écrivent leur série, quoi. Donc il y a un problème. C'est soit je sais pas d'où ça vient. Moi, je pense que ça vient plutôt des networks et des plateformes, parce que je vois pas comment quelqu'un qui est très bon sur scène ne puisse pas écrire une bonne série. Donc mais ouais, non, je crois qu'il y a un vrai
il y a un vrai problème de passage de l'un à l'autre, quoi. Mais en même temps, sur scène, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Donc, je pense qu'il y a quand même beaucoup de séries. Quand Elodie parle des premières saisons qui sont pas forcément très bonnes, c'est aussi des séries qui sont tenues au début par les décideurs, et puis au fur et à mesure, qui s'émancipent un peu de ça parce que ça fonctionne et qu'ils ont plus de liberté et que en fait c'est pareil quoi. L'humour, il faut que c'est un truc qu'il faut émanciper au fur et à mesure, et faut partir d'une base qui est gérée par des networks, qui est gérée par des décideurs, et puis après réussir à sortir de ce carcan et à réussir à rendre ça un peu plus pertinent et plus drôle et plus donc c'est aussi pour ça que souvent les premières saisons sont moins bonnes, quoi. Oui, il faut le temps que tout le monde se fasse un peu à l'écriture, au personnage. Il faut que l'équipe scénario se monte tout doucement, quoi. Puis je crois qu'il faut être enfin, je sais que je crois qu'il faut être un petit peu méchant aussi, quoi. Enfin, il y a un moment donné où il faut qu'on retrouve un truc un peu méchant. C'est ça que j'aime. Un peu de piquant. C'est ça que j'aime. Mais c'est exactement ça que j'aime et qui fait que certaines séries ont été cultes et dès le départ et jusqu'au bout. Seinfeld, c'est clairement l'exemple type de tout ce qu'on vient de dire. Hein. Stand-up, le côté méchant, le côté voilà, situation, tout ça. Même Friends, c'est comme ça. Toutes les sitcoms ont un côté un peu méchant, sauf si tu vas chercher le côté. C'est pour ça qu'actuellement, moi j'aime beaucoup ABC, Axe. Ça reprend vraiment un peu ce format-là, même si bon, c'est un peu lissé, mais ça se balance des vannes dans la gueule constamment, et c'est très critique justement sur le milieu des scénaristes. C'est pour ça que Mrs. Maisel fonctionnait, parce qu'il y avait des moments où qui étaient franchement où elle y allait, quoi. Elle y allait, elle rentrait dans l'art de tout le monde, et c'était. Là, ça va plus loin que le sitcom Axe et Mrs. Maisel. On est sur c'est de la comédie single camera. On n'est pas sur le côté où on va enregistrer en public, en fait, etc. Ça n'existe plus. Enfin, pour moi, ça. Là, justement, c'est de ça dont il parle, et c'est vrai que. Et pour moi, c'est les héritiers, en fait, de ça, quoi. La sitcom, c'est métamorphosé et devenu autre chose, quoi. Mais juste, et je pense aussi que en se métamorphosant comme ça, la sitcom, elle s'est aussi encombrée d'une nécessité esthétique, en fait. Ce qui n'était pas le cas avant, c'est-à-dire qu'on filmait avec 3 caméras, un plateau déjà tout fait, et c'est ce que tu disais il y a 2 semaines. Et c'est en fait le problème, c'est que du coup ça rajoute une couche, et en fait on se focalise un petit peu sur cette couche-là, et on oublie en fait ce qu'il y a aussi derrière, et qui est le plus important, c'est l'écriture, quoi. Parce qu'une série, c'est pas un film, une série, c'est l'écriture qui est le plus important, quoi. C'est vraiment Effectivement, je sais pas si quelqu'un d'autre ici a quelque chose à ajouter à tout ça. Non, mais c'est juste, voilà, François. Oui, Pourquoi j'ai dit François? Bonsoir, François. Florian. Ouais. Ah. Salut, c'est François. Bonjour François. Tu veux écouter mon pins parlant? Oh là là. Tout à fait, Thierry. Pour être synthétique, franchement, je suis plutôt coton. Ouais, mais c'est un peu, la sitcom, c'est un tout petit peu une machine. Et c'est très, en fait, c'est vraiment la perception du public qui joue aussi. Pour un Big Bang Theory, il y a combien de clones de Big Bang Theory et tout? Il y en a 0, 1, 2 sur les 10 dernières années. En fait, à part Chuck Lorre, qui est vraiment le pape du genre et qui a CBS derrière, mais lorsqu'il sort de CBS, il fait des projets soit single cam, soit qui marchent pas. Enfin, il y en a un qui est pour HBO Max, mais qui est pas un projet de sitcom. Et en fait, il y a une grosse perception où la sitcom, en fait, c'est un carcan où tu vas devoir avoir des passages obligés, tu vas devoir faire rire le public, tu vas devoir faire d'autres choses. Et actuellement, on est dans un mouvement où tu as énormément de comédiens et d'auteurs qui veulent ou qui sont inspirés par des choses super sophistiquées, mais qui sont tournées en single cam. Donc, on parlait du stand-up tout à l'heure. Une des séries qui a été le mieux reçue tirée d'un stand-up, c'est il y avait Mo avec Mohammer, c'est il y avait Rami avec Rami Youssef. Exactement. Tout ça, c'est produit par A24, tout ça, c'est des projets qui sont
qui sont super sophistiqués mais qui sont tournés en single cam. Et si on leur pose la question, je suis certain que ça leur est jamais venu à l'esprit d'adapter leur expérience dans une sitcom. Donc en fait, je dis pas qu'il y a un côté ringard, mais en fait, il y a une espèce de préjugé sur le fait que une sitcom en fait va devoir, on va dire, édulcorer, avoir des sujets un tout petit peu moins trash et tout. Bon, voilà, Seinfeld fait figure d'exception. Même plus récemment, ça n'a pas duré longtemps, quand j'en avais parlé, Superior Donuts était clairement là-dedans à 100%, même à 1000%, mais encore une fois, oui, effectivement, il y a le côté, c'est une sitcom, c'est enregistré, machin, voilà, et il y a le côté peut-être, oui. Il y a un network entier, dans les gros networks qui sont aptes à probablement donner le feu vert ou à essayer, on va dire, de pérenniser en fait les sitcoms en fait sur leur antenne. Il y a ABC depuis 4, 5 ans, 6 ans. Tous leurs succès sont tournés en single cam. Il n'y a pas un seul succès qui ait été une sitcom en fait. Et si on demande aux cadres, en fait, ils disent en fait on n'en a pas besoin. Modern Family, il n'y avait pas besoin de public. Regardez comment ça a marché, etc. Et donc en fait, au fur et à mesure, en fait, il y a cette espèce de ringardisation et tout. Après, il y a des gros contre-exemples. Le gros contre-exemple qui pour le coup est une sitcom bienveillante en fait, qui est l'anti-Seinfeld, c'est One Day at a Time. Mais One Day at a Time a eu les mêmes travers en fait que les séries qui sont diffusées sur Netflix et qui rencontrent un petit public de niche alors que c'est censé être fait pour un public qui est très large. Pour moi, One Day at a Time, ça serait très significatif pour le futur de la sitcom, mais encore faut-il avoir des diffuseurs américains qui y vont en fait, qui se lancent. Et actuellement, il y a énormément de chaînes du câble. De chaînes du câble américain et tout. TV Land est quasiment plus dans le business de la sitcom. Comedy Central en a quasiment jamais fait. IFC, j'en parle même pas. Donc tout ça, c'est des choses où il y a une codification de sitcom comme genre codifié, tout public, donc restrictif et ou pas trash, etc. Et c'est très très difficile en fait, peut-être au niveau créatif et au niveau des gens qui sont aptes à produire ça, de changer ces mentalités-là en fait. En dehors de CBS, parce que voilà, CBS, tout roule pour eux. Mais encore une fois, CBS aussi, il y a un problème de renouvellement des sitcoms en fait. Je sais pas si quelqu'un dans l'équipe serait apte à dire ouais, The Neighborhood c'est super cool, voilà, et personne ne regarde et tout, et pourtant c'est... Si. Voilà, tu vois, c'est... Mais The Neighborhood, justement, c'est un bel exemple d'un truc qui peut aller chercher des sujets plus compliqués, etc. Et c'est une des rares sur CBS qui ne soit pas vraiment trop dans le carcan du mauvais côté de la sitcom, comme ils ont pu en sortir 1 milliard avec on va prendre une famille dans une époque et on va faire rire là-dessus. Et pourtant, c'est très sous le radar. Enfin, même The Neighborhood, en fait, c'est ça. Il y a pas de gros succès qui prouvent que la sitcom peut encore marcher depuis vraiment l'arrêt de Big Bang Theory et de 2-3 autres. La question est, il y a plus de grands succès pour que ça marche. Pourquoi ? Parce que est-ce qu'ils ont envie que ça fonctionne ? Est-ce qu'ils n'ont pas envie que ça fonctionne ? Je pense aussi que ça coûte trop cher. Je pense sincèrement qu'en fait, ils ont dit... faire louer des studios, faire des plateaux, aller chercher, je sais pas. Je pense que très franchement, la pandémie a dû jouer énormément là-dessus. Parce que justement, voilà, tu n'avais plus de quoi enregistrer en public. Ils se sont dit, tiens, on arrive très bien à enregistrer sans public. Et on va continuer comme ça, effectivement. Les questions financières et autres. Mais globalement, ça m'emmerde énormément. Et puis, il y a aussi un autre truc, parce que la sitcom aussi, c'est un genre qui est par quintessence américain. Enfin, je trouve, hein, c'est vraiment... je trouve pas de contre-exemple. Enfin bon, voilà, en France, on a VH, on avait des choses comme ça. Mais et en fait, depuis l'arrivée des plateformes et depuis 10, 15, 20 dernières années, avec l'arrivée en fait même d'imports britanniques, australiens, etc., tout l'effet Fleabag, etc., Fleabag, Atlanta, toutes des choses qui sont très très sophistiquées dans leur humour et qui sont toutes sans public, tournées en single cam. Il y a aussi, tout ça a façonné le fait que pour aller chercher de la sophistication, il faut aller chercher en dehors de la sitcom en fait. Ouais.
Parce qu'ils veulent de la sophistication, ils veulent être le cinéma. Hein. Et comme je disais justement encore pour terminer là-dessus, James Burrows, de toute façon maintenant, n'importe qui avec un iPhone peut faire une série. Voilà. Je pense que tout a été dit là-dessus. On va passer sur peut-être un truc un peu plus léger. Hein. Et je vais lancer ceci parce que c'est le moment. Je pense qu'on va faire ça d'abord avant le sujet. Mais c'est le moment du quiz. Un jingle. Allez, c'est l'heure du quiz de Sarah. Le générique, il est trop super. J'ai l'impression que je vais avoir un goûter, je suis trop content. C'est très mignon. C'est C'est comme moi, c'est parfait. Bon, alors, du coup, c'est comme pas Jacques. plus mal... Jacques Guiret, bien entendu. Ah oui. Du coup, je disais quoi? Un quiz spécial. Sarah, c'est pas plus mal effectivement qu'on le fasse avant la potentielle suite et les quelques recos qu'il va y avoir. Je sais pas s'il y en a d'ailleurs. Parce que, comme vous vous en doutez, des Sarah dans les séries, il y en a pas non plus énormément. Donc du coup, ça va être un quiz où ça va être un peu plus générique. Donc il y a des Sarah actrices. Oui. Moi, j'ai quand même vu que Sarah, c'était le prénom le plus donné au cinéma quand tu savais pas comment appeler ton personnage. Donc... C'est pas très super. sympa quand même. Non, c'est un peu nul comme information. Mais bon. Le prénom Sarah est assez générique finalement. Fun fact, si votre personnage est inintéressant, c'est le Sarah. Je n'ai pas dit ça, tu le prends comme tu veux. Donc je disais, comme d'habitude, 3 manches. Première manche, le qui suis-je. Seconde manche, ça va être le titre en québécois. Et troisième manche, les génériques. Et donc là, ça peut être des séries dans lesquelles il y a des personnages qui s'appellent Sarah, ça peut être des actrices qui s'appellent Sarah, ça peut être des personnages qui s'appellent Sarah. Il y a un petit peu de tout. Donc, on va commencer. Est-ce que vous êtes prêts? J'ai rien compris. On y va. J'ai parlé trop vite? Non, c'est juste parce que c'est un cerf-volant. Un cerf-volant? Elle a un cerf-volant, c'est pas grave. D'accord. Première manche, le qui suis-je avec la première question. C'est parti. Alors. On peut répondre en même temps, on répond avec notre prénom, on répond avec le nom. Parce que ça, on dit Sarah et on a gagné, tu vois. Voilà, non. Vous répondez comme d'habitude avec votre prénom avant de donner votre réponse. Juste Mathieu, fais pas des gestes à la caméra parce qu'en fait t'es au ralenti. Donc le geste on le verra dans 3 heures. Et de toute façon, moi j'ai mes notes, j'ai pas vos têtes. Donc vaut mieux que vous hurliez votre prénom. D'accord. Let's go. Alors, je suis un personnage de fiction né en 1984 à Londres. Lorsque j'assiste au suicide d'une détective qui me ressemble trait pour trait, je décide d'endosser son histoire. C'est Orphan Black, Olivier. Ok. Je le prends, mais normalement faut dire le prénom avant le nom. Il faut que tu hurles ton prénom, Olivier. Olivier aux gens comment tu t'appelles. Merci. Olivier. Ton prénom. Premier point donc pour Olivier. Donc blablabla, je décide d'endosser son rôle, histoire de récupérer son compte en banque et la garde de ma fille. Donc, c'est 2 Canadiens qui m'ont créé en 2013 et j'ai mené mes enquêtes pendant 5 saisons. Mais je ne trouverai pas vraiment mon succès en France puisque mon pilote a battu un triste record, celui de la part de marché la plus faible de l'histoire pour une diffusion sur une chaîne de la TNT en prime time. Oui, c'était sur numéro 23 à l'époque. Voilà, seulement 9000 personnes ont vu mon premier épisode sur la chaîne N23. C'est un peu triste. Personne n'a regardé le numéro 23, quoi. Enfin... il y avait Community sur le numéro 23. C'était la seule chaîne qui diffusait. Et oh! Oui, mais ça n'empêche que le numéro 23, personne n'a regardé. Donc, bon, c'était Marocco, donc voilà. C'est pour ça que t'as le point. J'ai beaucoup moins de choses à dire maintenant. Voilà. Alors, let's go. Deuxième question de la manche 1. Je suis une actrice née en 1977 à New York. Je fais mes premières apparitions à la télévision dès l'âge de 4 ans. Vas-y. Sarah Jessica Parker. Non. Ça valait la peine de crier.
Je fais mes premières apparitions à la télévision à l'âge de 4 ans, notamment pour Burger King, ce qui est assez marrant parce que... Mathieu. Sarah Michel Vas-y. Gellar. Oui, bravo. Point pour Mathieu. Ce qui est assez marrant puisque j'ai été initialement repérée dans un restaurant. Fun fact, je remporte mon premier Emmy Award en Ah, mais je pensais que tu parlais 93 de toi. pour mon rôle, non, pour mon rôle de Kendall Hart, donc un soap. Dans les années 2000, je fais plusieurs apparitions au cinéma dans des films hyper cultes, autant des slashers que des comédies avec des toutous. Et c'est bien sûr mon rôle de tueuse qui me vaudra la célébrité. Donc deuxième point pour Mathieu. En effet. Troisième Non, c'est mon premier question. point. Je suis une série télévisée composée de 252 épisodes et diffusée Ok. entre... Princesse Sarah. Non. Diffusée entre 2009 et 2020. Je suis le quotidien de 3 foyers américains multigénérationnels. Mathieu. Modern Family. Oui, tout à fait, Modern Family, avec l'actrice Sarah Hyland. Hyland. Exactement. Donc je suis le Après, elle foyer de dirait 3... qu'il n'y a pas beaucoup de Sarah. En vrai, il y en avait beaucoup plus que ce que j'ai mis dans le quiz. Donc, je suis le quotidien de 3 foyers américains multigénérationnels avec pas moins de 12 personnages principaux, décrites comme une des meilleures comédies des années 2010. Et j'ai plus de 15 prix allant des Emmy au Golden Globe. Bravo Mathieu pour ce deuxième point. On passe à la seconde manche. Seconde manche, ça va aller, je pense, assez vite, puisque ce sont les titres en québécois. Donc, je vais vous donner le titre en québécois, vous me donnez le titre en français, et je veux le lien avec la Sarah en question. Alors, le premier... Attends, stop. En fait, tu veux à la fois le titre français et le lien. Et Oui. comme ça, on a le point en entier. Tu Oui. as des demi-points si on trouve l'un ou l'autre. Oui, Ok, merci. Il est dans la compète, hein, lui. il a bien raison. Et attends, il faut que je clarifie. sérieux Attends, si je trouve l'un et pas l'autre, en fait, merde, faut raquer Il du a- point un peu. Moi, j'ai zéro, a- un mec. Aussi, je le vis très bien. Alors, première série au titre Je vais pas rester dans québécois, la Zermi toute ma vie, quoi. ça va... Jamais du 9-2. Pardon. Ça va aller très vite, je pense, puisque c'est le titre Histoire d'horreur. Mathieu. American Horror Story, Sarah Paulson. Oui, putain, Mathieu, t'es fort, hein, Sarah. Très fort. Bravo. C'était bien American Horror Story. Alors, le deuxième va être un petit peu plus difficile, je pense, puisque le titre québécois s'appelle Mari et femme. Personne ne l'a. Bon, j'ai des petits indices, Ouais. puisque cette série parle d'une famille polygame. Ça se passe dans l'Utah. Florian Vas-y. Big Love. Oui. C'est ça, Big Love. Et pas ce que le c'est. lien, ça serait... Alors, quelle est la Sarah ouais, il doit y avoir le personnage qui se nomme Sarah. Ah, ça rappelle pas. Et Moi, j'ai non. un lien. Si je trouve un lien qui est tiré par les cheveux, est-ce que ça marche? Dans Big Bah. Love, il y a Jennifer Goodwin. Jennifer Goodwin a joué dans Once Upon a Time. Non, Et ça dans marche Once pas. Upon a Time, il y a une actrice qui joue Aurore qui s'appelle Sarah. Non. Mais non, on a demandé une actrice qui est dans la série Big Love. Oui, mais j'ai Ouais. tenté, écoute, moi aussi Une j'avais du actrice point. ou un Oh là personnage. là. Tu donnes ta langue au chat, Flo? Ouais, non, j'y arrive pas. Eh ben, c'est le personnage de Sarah Henriksen qui est joué par Amanda Seyfried Ouais, et qui du j'aurais coup, eu, voilà, j'aurais eu campe les une actrices Sarah. et pas les personnages. Donc, Bon, tu as quand même un aucun demi-point, regret. bravo. Et enfin, le dernier titre québécois, ça s'appelle La Grande Évasion. Florian Prison Break, Sarah Gwen Callis. Oui. Et t'as La un point Grande bonus Évasion. si tu trouves le personnage qu'elle joue. Un demi-point bonus. Véronica, également connue comme Véronicone. Non. Non. Ça s'appelle pas Sarah aussi? C'est... Waouh Elle Bien s'appelle joué. Sarah Tancredi. Tancredi, voilà. Tancredi. J'aurais pas- Bravo, j'aurais un pas point parlé à ma complet maison. pour toi. Florian, Moi, j'ai magnifique. un quart de point. Tu vois.
Un quart de point. Et tu as demandé à Sarah si c'était un quart de point ou un point Non, c'est ça- pas un quart de point. Je vais pas me C'est faire un chier point à bonus. additionner des Ouais, fractions attends, et... c'est ça. Attends, je suis pas en quatrième, là. Non mais c'est ça, t'as bien dit un point bonus tout à l'heure, c'est ça? Oui, j'ai dit un point Ok. bonus si tu trouves le Ça négocie. lien. Alors, les génériques. C'est là que ça va être marrant, comme d'habitude. Je vais essayer de pas trop me foirer. Le Ah oui, premier. c'est vrai que tu es les mêmes. Oui, j'ai les mêmes. Vous êtes prêts? Oui. Alors, ça commence par... HBO, donc. Et c'est Olivier Sex and the City. Ah, je dis avant. Oh, mais Ah oui. laisse-la chanter. Non, mais t'as pas dit ton prénom. Eh, franchement, je voulais entendre le générique en yaourt, moi. Hein. Bah Oui, vas-y, ouais. Voilà, c'est tout ce que je connais parce que j'ai jamais regardé Sex and the City. Mais bravo C'était magnifique. pour, Je pouvais faire le reste, mais vas-y. Non, je c'est vais très te bon. donner, Après, je vais donner après, le après point c'est vrai, à t'as pas dit mon Olivier. prénom. Non, c'est Et Fred. je vais donner un demi-point à Fred qui a quand même trouvé HBO très rapidement. Donc ça vaut quand même un demi-point. Ok, ça c'est bon. Alors maintenant, deuxième générique. J'attends toujours Attention. mon coup de préf. Hein. Pam, pananana. Mathieu. Vas-y. Chuck. Oui, c'est ça, bravo. Et c'est Sarah Walker. Ouais. Exactement, Sarah Walker qui est jouée par Yvonne Strawski, je sais pas comment elle s'appelle. Strazowski. Voilà, il est très facile à chanter ce générique. Bravo Mathieu, putain Mathieu, Razia ce soir. Ouais. Et enfin le dernier, ça va aller très très vite je pense aussi. Je vais pas le... Est-ce que je vais le humer ou je vais le taper sur la table? Je vais essayer de le taper sur la table, on va voir si ça marche. Ouais, on va voir. Ah, Sarah Connor Chronicles. Eh, attends. Oh, c'est de la triche. Non, après- Olivier, tu l'as pas. Tu attends T'as pas qu'on dit te ton- dise. Oui, T'as pas dit non. ton prénom. The Parce que- Sarah- Si, j'ai dit mon prénom. Si, il Non, a dit non. son prénom. Il a Si, dit, si, Olivier il a a dit dit son prénom, mais Florian t'a dit ton prénom avant. Oui. Et Olivier, C'est il a Sarah donné Connor sa Chronicles. réponse. Quelle Alors. honte. Quelle indignité. Ouais, là, vraiment, là, je... Il n'y a même pas eu le générique de Scrubs. Non, c'est vrai, mais je connais pas trop Scrubs, donc voilà. Et c'est mon quiz, c'est bon. Parce que il n'y a pas eu Sarah Chalk du tout. Ouais, C'est t'as qu'à vrai. le faire en Rocco. C'est quoi le Non, générique bah non. de Scrubs? Vas-y, on va deviner. Moi, c'est Sarah. Alors attendez, je vais faire les calculs vite fait. Bon, c'est vite vu, hein, de toute façon. Numéro 1, c'est Mathieu. Bravo Mathieu qui est expert en Sarah. Parce que les Magnifique. Sarah, c'est les meilleurs. C'est vrai. Dédicace à toutes les Ah, Sarah. vas-y, là. Numéro Les 2, bottes, là. c'est Tu sais ce qu'on va te faire à la récré, toi. Hein. Toi, t'es jaloux. On va Numéro voir 2, ta c'est gueule. Flo à la avec récré. 2 points et demi. Bravo Flo. Magnifique. Tu peux ramener la coupe à la maison. Il peut ramener la coupe à la maison. Olivier qui a 2 points. 3ème place, podium. Bravo. On dirait qu'il tape dans des tubes très creux. C'est bizarre. Je sais pas ce qu'il y a aujourd'hui. En fait, tous les Il sons, tape sur mon cerveau. tous les sons ont de la réverb Et c'est dessus. numéro un. je sais pas pourquoi. Ouais. Et Fred un demi-point, C'est Elodie numéro un. 0 point. Hein Dommage, mais c'est pas grave. Ah, attends, On t'aime quand même. c'est pas moi. Maman 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 Je pense que les gens qui vont entendre tout à l'heure le podcast ne vont rien comprendre à ce qui vient de se passer. Je pense que ça fait comme ça depuis 9 saisons. Tu sais. J'ai pas compris vrai. ce qui s'est passé, mais j'ai écouté jusqu'au bout. C'était bien. J'ai pas compris ce qui s'était passé. En fait, le podcast, le titre québécois du podcast Monsieur Thierry Friends, c'est Rêve humide. Voilà. D'accord. Je sais Ou pas Rêve trop halluciné, là. ça dépend de... Ouais, parce que rêve Des humide, années. ça m'évoque autre chose, moi. Oui, justement. Bon bah bravo, merci beaucoup pour ce quiz spécial Sarah. Merci à toi. C'était trop Merci à bien. toi. Merci. Et maintenant, tu vas nous faire une recette. C'est vrai que ça fait un peu ça. Ça fait un peu ça, effectivement. Donc, dans toutes les petites séries avec Sarah dedans,
Et justement, on parlait des sitcoms. Eh ben moi, j'ai trouvé une sitcom qui s'appelle Sarah. Voilà. Incroyable. Qui date de 1985. Bon, voilà. Et avec, entre autres, Gina Davis. Bon, ça, voilà. Hein. Et on a aussi Bill Maher et Bronson Pinchot dans les personnages principaux. Franchement, Tout est sur NBC. Gina Davis, j'ai levé mon sourcil et Bill Maher, je l'ai baissé, quoi, tu vois. Oui, mais en fait, ça, Bill ça me Maher... refroidit de suite. Eh ben justement, Bill Maher, en fait, il a un rôle de composition. Il joue un connard. Donc, voilà. Ah, voilà. Donc tout va bien. Une sitcom qui a eu que 13 épisodes sur NBC et qui a eu le droit à ce qu'on rediffuse les 13 épisodes 3 ans plus tard, en 88, pour la simple et bonne raison qu'en fait Gina Davis venait de passer dans Beetlejuice. Donc ils se sont dit, bah, on va surfer sur la vague. Et c'est tout ce qu'on avait sous la main avec Gina Davis. Et sinon, est-ce que c'est bien ? Pas spécialement. C'est une jeune avocate qui aide des gens et qui a ses problèmes de cœur et ses problèmes avec sa mère et ses problèmes avec plein de personnes et c'est classique. Ouais, Voilà. en fait, c'est un simili Night Court, quoi, en fait. C'était Night Même Court, c'est 84. pas parce que globalement on voit quasiment jamais les affaires qu'elle traite. En fait, on passe la plupart du temps dans le bureau ou chez elle. Donc il y a des moments très drôles, mais bon, c'est pas... voilà, je comprends que 13 épisodes, ça n'a pas été plus loin. Mais malgré tout, Gina Davis, voilà, comme ça sort un peu de nulle part. Pourquoi pas. Il suffisait juste que T'as ça soit regardé mieux. ça où? Et ils sont tous sur YouTube. Ah ouais. Il Ouais. suffisait juste que ça soit mieux que Commander in Chief, quoi. Pardon ? Il suffisait juste que ça soit mieux que Commander in Chief. Qui est la Ouais, série après, qu'elle a fait. ce qui m'a aussi attiré là-dessus, c'est que niveau création, c'est Gary David Goldberg. Ah. Donc c'est pas non plus n'importe qui. Notamment, voilà, Family Ties, hein, sacrée famille avec Michael J. Fox, entre autres. Donc voilà, c'est pas un petit scénariste. Il y a aussi Spin City, hein, à son actif. Donc voilà, mais bon, de temps en temps, on se rate. De temps en temps, Ça on se arrive rate. même au meilleur. Effectivement, mais voilà, c'était mon Sarah de ce soir. Voilà. Et comme Céline Monsara aussi, j'aurais pu faire ce jeu de mots. La doubleuse, l'actrice. Alors, qui sont les Snorkies ? Mathieu, tu fais des conneries, maintenant c'est à toi de parler. Ok, bah je vais prendre une Sarah plus sombre et pas une Sarah qu'on a entendue dans le quiz. Moi j'ai Sarah Lancashire qui a joué dans Julia dont j'ai parlé l'année dernière, qui est une très très Oui. bonne série d'une saison sur HBO sur une cuisinière et le milieu de la télé. Et la saison 2, elle commence dans un mois et donc je vous en reparlerai à ce moment-là parce que j'ai très hâte de retrouver ma petite série de l'hiver. Voilà. La série de l'hiver. Attention qu'il la change pour un autre moment de l'année. Hein. Oui. Une série d'hiver qui passe Sinon, en été. avant ça, elle était dans Happy Valley. Elle a fait il y a 3 saisons. Ouais. Et je crois la dernière qui arrive sur BBC et Canal Plus tard. Voilà. Donc, C'est ça, c'est trop bien, mais ça donne Sarah trop Lancashire. faim. C'est sur Julia Child, du coup? Oui. Exactement. Ah, super. Hein. Ok. C'est ça. Donc Sarah, tu as pris la parole. Quelle est ta Sarah ? Bah c'est Sarah, enfin, qu'il est con. Moi, j'ai pas de Sarah. Figurez-vous. Sarah Non. Ah, Il y a que elle qui- Parce que tu es la seule et l'unique. voilà. Exactement. Donc Olivier alors. Moi, donc, on l'a eu dans le quiz. C'est la Sarah Orphan Black. qui est l'héroïne principale de Orphan Black. En cherchant un peu des Sarah dans les séries, je suis retombé sur cette série qui justement avait fait un four en France. Et alors que c'est une série que j'aime plutôt bien. Et notamment, comme la vraie Sarah l'expliquait, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est pas bien dans sa vie, qui a plus la garde de sa fille et qui donc voit une femme qui lui ressemble vraiment beaucoup se suicider sur le quai d'une gare, et du coup elle va récupérer son sac à main et prendre son identité, sauf qu'elle va s'apercevoir qu'il y a 15 clones d'elle-même qui sont dans la nature, dont une tueuse russe. Elle va découvrir petit à petit l'identité de tous ces clones et découvrir pourquoi ces clones existent. Et voilà, donc c'était une série qui était,
je trouve plutôt bien foutu, au moins dans ces 3 premières saisons, et qui était, enfin vraiment qui était suffisamment bien écrite pour qu'on soit tenu en haleine à chaque instant. Et je trouvais que le pitch de départ était bien et que la promesse était vraiment tenue tout au long de ces saisons. Et qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tout le monde rigole? Bon. C'est Fred qui a fait un super jeu Tellement de souvent, mots. c'est Claude, c'est l'œil de c'est Claude. Ah oui, d'accord. C'est- Et voilà, donc c'est une série qui tient surtout par son actrice qui joue donc les 15 clones, qui est Tatiana Maslany, et qui arrive vraiment à passer d'un personnage à l'autre. Chacun des personnages est vraiment très crédible. Il n'y en a pas un qui est en dessous des autres. Et je trouve que c'est une performance qui est quand même assez vertigineuse. Elle a eu plein de prix pour la série. Et c'est vraiment le gros atout de cette série. Et je trouve qu'effectivement en France, j'ai l'impression que ça a été un vrai phénomène en Angleterre et aux États-Unis, je sais pas, mais enfin j'ai l'impression que c'est vraiment une série qui a été un phénomène en dehors de la France, et qu'en France on en a pas suffisamment parlé. Donc voilà, donc j'avais envie de la mettre un peu en avant. Alors le problème, c'est qu'elle est trouvable nulle part, donc il va falloir que vous piratiez comme des sauvages. Voilà. Oh là 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 là, il faut pirater comme des sauvages. Non mais franchement. Elodie. Et bien moi, ma Sarah a été évoquée par Sarah, puisque c'est Sarah Walker dans Chuck. Ça fait beaucoup de Sarah. Je suis contente Chuck... de l'avoir laissé. Ah. Chuck, que j'avais beaucoup aimé et que j'ai regardé en VF quand ça passait à la télé, que je regardais avec mes parents, Bah oui. ce qui fait qu'à partir du moment où ils ont arrêté de les diffuser en VF, j'ai jamais continué. Et donc je n'ai jamais vu la fin de Chuck, mais apparemment j'ai pas loupé grand chose. Oh la chance que t'as! Et puis je pense que j'y retournerai pas maintenant parce que je pense que c'est un peu mal vieilli en vrai. Et j'aurais peur d'être déçue, je préfère rester sur un bon souvenir. Pour les 3 du fond qui ne connaîtraient pas Chuck, c'est une comédie c'est une comédie d'espionnage, une comédie d'action, je sais pas trop comment on peut la définir. Une comédie d'action. Ouais. Où en fait on suit Chuck Bartowski, qui un mec qui a une vie pas très intéressante. Et puis un jour il a un pote d'université qui il s'avère qu'il travaille pour la CIA en tant qu'espion, ça arrive même au meilleur. Et il lui envoie un mail qui clique dans un lien, ce qu'il ne faut pas faire. Hein. Toute la prévention contre le phishing vous le dira, mais lui il s'en tape. Donc il télécharge en fait. Il s'en fiche. Il s'en fiche. Et donc, il télécharge l'Inter-Secret qui lui apprend le kung-fu. En fait, il télécharge tout le savoir du monde dans son petit cerveau. Ce qui fait que il devient un petit peu l'homme intéressant à avoir de son côté, donc il se fait un peu traquer. Tu l'as chanté quasiment le savoir du monde. Tout le savoir du monde. J'ai même pas fait exprès. Elle a eu un petit accent en plus qui glissait. Ouais, je sais pas pourquoi, mais... Je cherchais pas. Et voilà, donc il va se faire poursuivre, et avec lui pour l'aider, donc il va avoir Casey et surtout Sarah Walker, qui eux sont des vrais gens qui savent se battre. Et en fait, moi j'aimais beaucoup le personnage de Sarah Walker parce que pour une fois, c'était le personnage féminin de la série qui amenait le cerveau, quoi. Elle n'était pas juste une plante verte, même si c'était une très belle plante verte. Et c'était assez la voix de la raison dans la série, et en même temps, des putains de badass, quoi. Alors qu'elle vendait quoi, des yaourts glacés, je crois. Oui. Voilà. Des saucisses au départ. C'était des saucisses au départ, je pense. Ah ouais, au départ, c'est les saucisses. Voilà, oui. Je tiens pas à savoir ce qui s'est passé dans le cerveau des scénaristes pour que la grande blonde vende des saucisses, mais voilà, personnage que j'ai beaucoup aimé. C'était un film de Max Pécasse. Pour l'avoir vu il y a pas trop longtemps, c'était assez explicite ce qui s'était passé, ouais. Hein, c'est bon. Ah bah. Franchement, ça ferait tellement nom de film, ça. La grande blonde vend des saucisses, quoi. Je sais pas le genre du film, hein, mais. Un film de Wong Kar-wai. Ouais. Allez, prochaine Palme d'Or. Ah non, c'est bon, on parle pas de Pam là, non, pas du tout. Pas du tout. Florian. Oui. Aussi connu sous le nom de François.
Exactement, le premier. Qui est également béarnais, enfin, qui a longtemps vécu en Béarn. Bref. C'est la Masara. C'est une actrice, et un personnage, une actrice du nom de Sarah Shahi. Sarah Shahi qui est connue de pas mal de monde pour avoir joué dans The L Word, connue de pas mal de monde pour avoir joué dans Person of Interest, mais la série qui m'intéresse aujourd'hui, c'est Life. Life en 2 saisons, diffusée sur TF1 à l'époque. Et donc, Life. voilà. C'était pas vraiment désiré, mais bon, moi on l'a fait quand même. j'étais sur Désiré, moi en fait. Et Toi oui. t'étais sur. Moi j'ai la vie, Magnifique. la vie, la vie, la vie. C'est quoi ça? Bah, c'est le C'est le générique bacon- des c'est le bacon végétal, Sarah. Bah si, la vie. Le bacon Voilà végétal. la vie. Tu connais pas jamais regardé ça? Et c'est également maman. Mais tu connais pas ça? On arrête mon tout. casque. On arrête tout. Sarah n'a jamais vu. Il était une fois la vie. Ah, mais je me rappelle pas du tout du générique. Bah, il y a Oh, bah que si, ça qui me j'ai sort. répété à vraiment peu ça près C'était que 143 fois la vie. Ouais, ouais. Ah putain, je me rappelle pas du tout quoi. Bref, Ok. donc. Bref, désolé. Florian. Flo. Donc il était une fois la vie de donc Charlie Cruz, oui, Charlie Cruz, pas Terry Crews, Charlie Cruz, joué par incarné par Damian Lewis, Oui. donc qui explosera, enfin pas littéralement, mais qui explosera de manière figurative plus tard avec Homeland. Je sais pas pourquoi Mathieu se marre. Enfin bref, pourquoi tu te marres, Mathieu? T'as dit qu'il a exclosé peut-être, non, je sais pas. Ah Oui, oui, ça ça. m'a fait rire, c'est tout. Ah, ok, Tu es une personne drôle, Florian. désolé. Du coup, J'aime Damien, beaucoup ce que vous faites. donc Charlie Cruz vient de passer 12 ans, le personnage, pour un crime qu'il n'a pas commis. C'est un flic qui a donc qui a vécu une incarcération à la dure et donc qui a été libéré après 12 ans lorsqu'il a été découvert qu'en fait les preuves sur la scène du crime ne correspondaient pas du tout à l'ADN de Charlie Cruz. La LAPD, puisque ça se passe à Los Angeles, donc le fait sortir avec beaucoup d'argent pour qu'il puisse s'acheter une maison et également qu'il puisse donc tourner la page et faire un tout petit peu la paix avec cette affaire. Ça se passe pas exactement comme prévu puisque Charlie Cruz en fait devient vraiment un personnage qui souhaite vraiment en gros épicurien en fait, qui croque la vie à pleines dents en fait et qui veut vraiment profiter de chaque moment, et il développe en fait sa propre version de la philosophie zen. Ce qui en fait un personnage vraiment un tout petit peu étrange, qui va donc réintégrer la police de Los Angeles, auquel on va lui adjoindre le personnage qui est incarné par Sarah Shahi, qui accepte à contre-cœur de lui servir de coéquipière, hein, parce que donc elle est un tout petit peu placardisée suite en fait à des affaires d'addiction. Donc en fait ce sont un tout petit peu 2 moutons noirs au sein de la police de Los Angeles qui vont résoudre des enquêtes. Et J'imaginais 2 moutons noirs en train de résoudre des enquêtes réellement. ouais, en fait c'est karaté mouton, mais c'est à Los Angeles. Voilà. Ça s'appelle Shaun le mouton. Voilà. C'est sauf que là Sean, en fait, comme c'est à Los Angeles, il est beaucoup plus chaud. Voilà. Nous sommes du FBI. Le FBI. Le FBI. Le FBI. Ouais. C'est très drôle. Netflix est déjà sur le coup. Hein. Bon, je vais finir d'attendre la tonte et je reprends mon petit segment. Alors, dans le même temps, la série Life, Oh Life, Oh là. se divise entre une partie enquête qui est procédurale, un tout petit peu un tout petit peu comme CBS en fera sur les années suivantes. Donc avec ça m'a beaucoup rappelé The Mentalist, qui débarquera 2 ans après sur les networks. Ouais. Et divisé aussi avec donc le personnage de Cruz, donc incarné par Damian Lewis, qui cherche à
dévoiler un tout petit peu qui l'a piégé et en fait qui lui a fait porter le chapeau en fait pour le meurtre qu'il n'a pas commis. Donc il va révéler un tout petit peu au fur et des épisodes toutes les failles en fait de l'enquête. La raison vraiment de regarder la série qui pourrait être vraiment procédurale de plus, c'est vraiment son casting 5 étoiles. Franchement, c'est vraiment une collection d'acteurs de composition que je trouve vraiment très très bon. Moi j'ai beaucoup aimé regarder à nouveau les premiers épisodes. Donc il y a Damian Lewis, il y a Sarah Shahi, il y a Alan Arkin en fait qui joue donc un tout petit peu le gestionnaire en fait des fonds de l'arrangement qui a été eu par Charlie Cruz. Donc Alan Arkin qui est vraiment un acteur exceptionnel et donc là qui a beaucoup d'alchimie. Il y a Robin Weigert en fait qui jouait Calamity Jane dans Deadwood et qui est une actrice de composition absolument extraordinaire en fait. Elle est géniale. Enfin, elle est absolument géniale. Jane dans Deadwood, c'est un des meilleurs personnages de série qui existent. Et je la trouve vraiment excellente en fait dans pas mal de rôles. Et je crois elle joue un moment dans Cold Case dans les dernières saisons, je crois un moment. Enfin, c'est vraiment une actrice extraordinaire. Donc là, elle est dans les seconds rôles. Vraiment, c'est vraiment un ensemble vraiment avec beaucoup d'alchimie. La réalisation en particulier est vraiment je la trouve vraiment très réussie en fait. Il y avait vraiment il y a pas mal d'idées visuelles en fait, il y a pas mal de réalisateurs vraiment chevronnés qui sont appelés sur les épisodes. Donc c'est vraiment très fun. Les dialogues sont pas vraiment percutants, mais sont vraiment rattrapés par l'alchimie en général. C'est vraiment incarné par un cast qui croit vraiment à ce qu'il fait. Ça a duré que 2 saisons. Les 2 saisons sont dispo en VF et en VO sur iTunes. Elles sont également dispo en DVD en occasion. Donc la série, à ma connaissance en fait, elle a été annulée en fait sans vraiment avoir de résolution, semi-résolution. Randravitch en fait va ensuite créer pas mal de séries qui ont connu des saisons assez courtes et ça a été, je tenais à le signaler aussi, un des showrunners malheureux du Game of Thrones en fait de HBO qui n'existera jamais. En fait, c'est Demi-Monde créé par J.J. Abrams en fait et J.J. Abrams l'avait appelé avec 2 autres showrunners en grand fort en fait pour gérer la première saison. Et donc finalement ça a été annulé par HBO en fait pour des raisons de coût. Mais bon voilà, moi j'espère qu'il va rebondir assez vite parce que le type a quand même pas mal de talent. Voilà, Randravitch, créateur de Life. À vous les studios. Ce fut compliqué quand même, hein. Il faut bien l'avouer. Bon. C'est la meilleure interprétation karaoké de cette chanson que j'ai entendue de ma vie, je pense. C'est Live tu. Ok, ben voilà, donc là vous avez de quoi faire déjà niveau saratisation des séries télé. Sarah Podcasting Universe. C'est ça. Parce que c'est vrai que saratisation, je suis désolé, ça fait un truc bizarre en fait. C'est des ratisations un peu quand même. Oui, c'est ça. En fait, quand je l'ai dit, j'ai fini la fin, je fais non. Il y a mon moi qui s'est détaché, qui m'a foutu une claque derrière la tête. Enfin. Hein le meilleur danseur de Macarena. De loin. Bon ben voilà, en tout cas on a fait le tour là-dessus et on va pouvoir passer, parce que là, il se fait doucement tard, aux recommandations ou non-recommandations, hein, parce que c'est ce que je lis là dans le petit slide. J'en parlais rapidement tout à l'heure, mais Michael Jamin, qui est un scénariste, qui travaille depuis presque 30 ans sur beaucoup de séries. Il a travaillé sur King of the Hill, comme je disais, Wilfred, Beavis and Butthead, voilà justement, qui est par le créateur de Modern Family, comme quoi tout est lié, hein. Et je le suis sur TikTok. Bon, il est aussi sur Instagram si vous préférez. Et il fait pas mal de vidéos sur le derrière justement de toute la partie scénariste. Pendant la grève, il a bien expliqué beaucoup de choses. Il a expliqué un peu ce que lui pensait par rapport à l'article dont j'ai parlé aussi tout à l'heure. Et il a un podcast, et c'est ça aussi que j'essaie de conseiller, qui est Screenwriters Needs to Hear This.
Et en fait, c'est lui qui parle justement de questions. Est-ce que vous devriez écrire pour la télé ou pour le cinéma? Est-ce qu'il faut aller dans une école de cinéma? Et il a aussi des interviews avec d'autres scénaristes, notamment Steve Lemmy, qui est sur Tacoma FD, parce qu'ils travaillent aussi sur Tacoma FD tous les deux. Alex Berger dernièrement, et il y a pas mal de comme ça de petites interviews, tips et aussi des webinaires. Il fait pas mal de webinaires quasiment tous les 2 mois gratuitement sur l'écriture de scénarios pour la télé. C'est super intéressant. Et je trouve que ce gars-là a énormément d'humour. Il arrive à te faire comprendre des choses super compliquées avec humour, et sa façon de raconter les choses me plaît vraiment beaucoup, beaucoup. Et je le dis ici, comme vous le savez, j'essaie de voir si je peux pas essayer d'avoir une petite interview. Je vais devoir aller me coucher. Je vais aller me coucher très tard parce qu'il va falloir faire le décalage horaire. Mais non, j'ai absolument envie qu'il me parle de comédie, et vu son palmarès, il y a de quoi raconter. Donc voilà, c'est Screenwriters Need to Hear This, Michael Jamin, et Jamin s'écrit Jamin, et vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux. Il est super intéressant, ce gars-là. Voilà, ça c'est mon conseil, ma recommandation de la semaine. Elodie. Ouais, moi ma recommandation... C'est pas un Mockingbird? Non, c'est un Blackbird. Qui est une des meilleures séries que j'ai regardées cette année. Et, qui date d'il y a 5 ans. Qui date de l'année dernière. Et toujours, il y a eu un moment de doute là. La mauvaise langue. J'ai bien regardé le truc là. Il fait chier, il a presque raison. Je suis à 1 an et 1 mois de retard. Ça va. Oui. Blackbird, donc c'est une espèce de thriller qui est créé par Denis Lehan, qui a fait beaucoup de trucs bien, genre Mr. Mercedes, Boardwalk Empire, The Wire, enfin oui, rien que ça, quoi. Que des trucs très drôles. Également plein de livres en fait qui sont également très drôles. Bah, c'est lui qui avait écrit Shutter Island. Oui, aussi. Ouais. Donc le mec aime beaucoup rire. Ça vous pose d'univers. C'est une série qui est disponible sur Apple TV+. Mais c'est lui qu'on doit embaucher pour faire des sitcoms du coup. C'est ça. C'est exactement ça. Je pense que c'est lui qu'on a embauché pour faire des sitcoms maintenant. C'est pour ça qu'elles sont plus drôles du tout. Je suis sûre qu'il serait capable de faire bien mieux que les sites Netflix. C'est une mini-série en 6 épisodes et c'est inspiré d'une histoire vraie. Et pour le coup, c'est très romancé dans la manière de parler et tout ça, mais les faits sont très proches des faits réels, donc ça c'est cool. On est au début des années 90 et on a James King qui est joué par Taron Egerton, qui se fait arrêter par le FBI parce que il trafique un petit peu beaucoup de cocaïne et aussi parce qu'il planquait tout un arsenal chez lui. Et autant les ricains ils s'en foutent un peu qu'ils trafiquent des kilos et des kilos de cocaïne, mais alors les armes, non, ça passe pas. Il est persuadé que il va se prendre la peine minimale parce que il a un charme naturel qui le sort de toute situation. Et aussi parce que son papa, Jim, qui est joué par Ray Liotta, qui était presque son dernier rôle avant de mourir, mais malheureusement il est retourné à la cocaïne avec Cocaine Bear. Il y avait vraiment une thématique à la fin. Et donc Jim, que j'ai vu sur Netflix et qui est vraiment très drôle. Ah bon, j'avais peur de le regarder, mais ok. Et Jim, en fait, c'est un ancien de la police et vu qu'il a encore des connexions, il se dit que peut-être papa pourrait aider. En fait, non. Il prend tarif et direction la tôle. Mais finalement, c'est quand même vraiment... il prend tarif, bah oui. Oui, bah, c'est passé comme ça. Et en fait, c'est vraiment possiblement son charme qui va pouvoir l'en sortir de prison, puisque on va voir Lauren Macaulay, qui est jouée par Sepideh Moafi, qui se présente au parloir pour lui proposer un deal. Et le deal, c'est de l'envoyer dans une prison de haute sécurité. C'est pile du big deal. C'est pile du big deal. On a mis Vincent. Et en fait, dans cette prison, il se retrouverait... C'est la pire imitation ever. Il n'y a rien. Elle est sortie d'où? Elle sait pas non plus. J'ai des mini-amusés comme ça. Donc, ils veulent l'envoyer dans une prison de sécurité maximale où il y aurait avec lui Larry Hall, qui est joué par Paul Walter Hauser.
Et ce Larry Hall, en fait, c'est un gros dégueulasse qui est accusé d'avoir violé, tué et enterré des dizaines de jeunes filles. Le problème, c'est qu'on n'a jamais retrouvé un seul corps et que le bougre a tendance à passer son temps à avouer des crimes et à se rétracter juste après. Donc, on peut pas vraiment prouver quoi que ce soit. Et le deal, c'est que si James y parvient à lui faire avouer l'emplacement des corps, il gagnera sa carte sortie de prison. Donc, il réfléchit 2 secondes et puis il accepte forcément. Et pendant les 6 épisodes, en fait, on va voir James qui doit se créer des liens d'amitié, de sympathie et de compassion avec un type qui le débecte en tout point. Et c'est hyper vicieux, c'est une torture parce que en vrai, James, il a bon fond, c'est un mec sympa et il a juste envie d'emplâtrer le monstre qu'il a devant lui, comme nous d'ailleurs. Et même si au début on pense qu'il fait un peu ça égoïstement parce qu'il veut juste sortir de tôle, petit à petit on comprend qu'il le fait aussi pour une certaine forme de justice. Et surtout pour les familles des disparus. Et d'un autre côté, on va aussi suivre l'enquête qui est menée par Macaulay et Brian Miller, qui est joué par Greg Kinnear, qui rappellent tous les deux un peu la dynamique qu'on avait dans Mindhunter, parce qu'à la base, ils sont assez différents. C'est 2 générations de flics, mais ils vont s'allier dans un but commun et il va vraiment y avoir une alchimie entre les 2 personnages où à chaque fois, ils vont se renvoyer la balle pour faire avancer l'enquête. Et il y a vraiment une très bonne dynamique entre les 2 personnages. Et ça amène beaucoup de rythme, c'est hyper sympa de ce côté-là. Niveau photo, c'est juste magnifique. On retrouve vraiment la patte thriller des années 90, mais sans tomber dans le cliché ou dans la parodie. Niveau ambiance, je vous ai décrit la personne qui est à l'origine de ça, donc vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. C'est ces 6 épisodes où on est complètement tendu et à la fois c'est un peu du dégoût quoi devant le personnage. Même pas que lui, mais devant tous les personnages qui sont dans ce prison. Et ouais, c'est quand même vachement lié au jeu de Paul Walter Hauser qui campe un tueur qui est complètement glaçant en fait. C'est un personnage qui semble simplet et surtout dérangé, mais il est tellement simplet au début qu'on pourrait presque avoir de l'empathie pour lui, on peut presque le trouver attendrissant, mais finalement il est très intelligent et manipulateur et ça le rend vraiment effrayant. Et puis pour finir, c'est aussi un voyage à travers l'Amérique pauvre parce que voilà, c'est une Amérique qui préfère envoyer ses gosses travailler plutôt que de les envoyer à l'école. Donc voilà, faut aller à l'école sinon vous finirez tueur en série. Et c'est aussi un bel exemple de comment on abordait la santé mentale au niveau social. Sur un t-shirt, ça marcherait vachement bien. Allez à l'école si vous avez fini en tueur en série. C'est ça. Ça parle beaucoup aussi de santé mentale, de comment on l'appréhendait niveau soins, niveau justice, niveau légalité, tout bêtement. Donc ça fait beaucoup de qualité pour cette série, puis en plus Taron Egerton, il est pas dégueu à regarder. Bref, si vous avez aimé The Wire et Zodiac, ça situe un peu en ça, genre. Oui, parce que moi j'allais en faire un point un peu plus long quand même. Il faut dire que Taron là-dedans, il est extrêmement bien gaulé. Les premières scènes où il n'est pas encore en prison, c'est assez fou. Voilà. Quand il est pas en prison, il est à moitié à poil tout le temps, donc c'est appréciable. C'est aussi pour ça, oui. Ouais. Donc il devrait jamais se faire incarcérer parce que là il se retrouve habillé. Et rhabillé pour l'hiver. Oui. Ouais, je crois qu'il y a des scènes où il est pas si habillé que ça. Mais par contre, moi j'ai adoré cette série aussi. Je l'ai vue un peu plus tard que tout le monde. Avec tout ce que vous venez de dire maintenant, finir par moi j'ai aussi adoré cette série-là, ça invalide tout en fait. C'est genre ouais, ok. Alors absolument pas parce que j'avais envie de la regarder, ça m'a donné un argument supplémentaire. Donc... voilà, c'est la cerise sur le gâteau. Je vois pas de quoi tu parles. Ça. Et quelle belle cerise. Celle-ci, c'est un tarif de Groupama. Cerise, mais non, mais je veux dire, il faut bien un peu plus léger parce que en vrai, la série, elle est quand même très déprimante, c'est assez dur à regarder. Et c'est des épisodes qui durent plus de 50 minutes. Donc, t'as 50 minutes où on parle de viol d'enfants. Faut un truc qui ramène un peu de légèreté, quoi. Et puis lui, comment il s'appelle l'acteur là, Paul Walter Hauser, il est incroyable dedans. Il est terrifiant. Il était vraiment très bien déjà dans le cas Richard Jewell de Eastwood, mais là vraiment il est incroyable. Et on les a mouchés. Ouais, c'est clair. Oui, j'étais en train de rechercher encore la tête de Paul Walter Hauser et oui, effectivement, oui.
En fait, moi, il m'a vachement rappelé aussi le personnage dans Mindhunter qui joue, comment il s'appelle, Ted Bundy. Non, pas Ted Bundy. Non, pas l'autre. Ted Bundy, l'autre, le premier qu'on voit en fait. Bah, le grand là, qui est aussi, qui s'est fait faire une fellation avec la tête décapitée de sa mère. J'ai oublié son nom. Mais qui. C'est dommage que Sophie soit pas là parce que du coup on n'a pas trouvé. Ouais, non mais Ed Kemper, voilà, pardon. Ah oui. Voilà. Et oui, c'est des personnages qui sont très affables et qui pourraient presque attirer de la sympathie en fait. Tellement. Ah oui, complètement. Ils ont, je peux pas appeler ça un certain charisme, mais ils ont un certain bagou pour ramener toute l'attention à eux et se créer leur personnage en fait. Ouais. Et pour le coup, dans la vraie vie, ce personnage ressemblait vraiment à ça. C'est terrible. Et ben voilà. Alors par contre, Olivier, Oui. Moi, tu as une non-reco. Ouais, moi je vais vous parler d'acteurs qui sont pas bons. Donc, puisqu'on a parlé de bons acteurs, là, Non, en fait, j'aime pas trop dire du mal des séries. En général, je préfère parler des séries que j'ai bien aimées. Mais là, je préfère vous éviter de perdre votre temps à regarder la création originale de Canal+, 66.5, avec Alice Isaac, qui est pourtant une actrice que j'aime plutôt pas mal. Et c'est une série qui a été écrite par Anne Landois, si je me trompe pas. Tout à fait. Et donc qui est quand même une pointure dans le monde de la série en France. Et en fait, c'est une série qui regroupe à peu près tout ce que je déteste dans la série française. Donc je me faisais une joie de regarder cette série parce que ça fait longtemps que j'avais pas regardé de série française. Le pitch m'intéressait, le casting m'intéressait. Les créateurs m'intéressaient, donc je me suis dit tiens, c'est l'occasion de revoir un peu de séries françaises. Et puis en fait, j'aurais jamais dû parce que c'est un enfer quoi. C'est-à-dire que en moins de 10 minutes, on nous plante absolument tout le personnage d'Alice Isaac qui s'appelle, je sais même plus comment, Roxane. La meuf vient d'une cité. Donc là, en fait, c'est une nana qui vient d'une cité, qui a un passé douloureux dans cette cité avec sa sœur et voilà, et qui a surmonté tout ça, qui est devenue avocate et qui est dans un grand cabinet, qui est mariée avec un autre avocat dont le père dirige le cabinet, et sauf que son mari est accusé de viol. Et donc, du coup, c'est un peu la merde parce que elle sait pas s'il faut le croire ou s'il faut croire qu'il est innocent ou pas. Et puis, en même temps, il y a sa mère qui veut pas la voir. Et puis, en même temps, il y a des gangs de cité qui se disent ah bah tiens, elle vient de la cité. Et en plus, c'est une super avocate. Donc, en fait, on va l'embaucher pour. Donc, elle se retrouve dans des merdes pas possibles. Et tout ça en moins de 10 minutes. donc on nous plante le machin, on nous fait toute sa backstory on nous plante ça dans la tronche dès le début. Et là on fait attends, faut se calmer là 2 secondes. Donc voilà, donc on se retrouve avec ce postulat là et puis donc on va voir comment elle se sort un peu de tout ça, avec des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, d'autres qui sont liées, enfin voilà. Moi, je trouve que ça égrène un peu tous les poncifs de la fiction française. On retrouve à peu près tout. La lutte des classes, les banlieues, le MeToo, enfin bon, en gros, on sent qu'ils ont tout pris. Et puis ils se sont dit tiens, on va foutre ça dans une même série. Et voilà. Donc le problème, c'est que c'est fait. Finalement, en fait, il y a des moments où je me dis. Ouais, en fait, ça, on retrouve ça dans The Good Wife, on retrouve ça dans d'autres séries qui se passent dans le monde des avocats et tout, mais en fait, le problème, c'est que ça c'est fait avec zéro nuance, quoi. Et c'est fait avec c'est le drame le plus pur, quoi. Tous les acteurs jouent avec les sourcils froncés et ils sont pas contents. Ils sont tous comme ça, là. Voilà. Les sourcils français, appellation d'origine contrôlée. C'est ça.
Et voilà, enfin tous les pires clichés des banlieues sont éculés. Le problème c'est que c'est fait avec des acteurs où tu sens que les mecs ils ont pas, ça fait longtemps qu'ils ont vu la banlieue de loin. Donc c'est des petits minots qui sont tout mignons et que tu sens qu'ils sont pas du tout méchants et qui font absolument pas peur. Donc enfin vraiment j'ai l'impression que ça enchaîne tous les clichés. Et le problème c'est qu'en plus de ça c'est que c'est horriblement laid. La réalisation est vraiment catastrophique. C'est-à-dire qu'ils ont mis un espèce de, ils ont décidé de surexposer tout. Donc en fait, on a l'impression qu'ils ont foutu un filtre Instagram dégueulasse qui fait un espèce de glow qui fait que toutes les hautes lumières sont surexposées. Donc c'est, enfin je sais pas, il y a un truc à un moment donné, je me dis putain, je regarde. J'ai l'impression de regarder les feux de l'amour, mais avec des gens qui sont pas contents, quoi. Et c'est assez spécial. Je trouve ça à la fois moche, à la fois très con dans le discours, et franchement, enfin, j'ai l'impression que c'est une série qui est d'une facilité, qui a aucune originalité. Et surtout, je pense qu'il y a vraiment un truc qui manque dans la fiction française, c'est vraiment le second degré, quoi. À un moment donné, il faut réussir à avoir du recul sur ce qu'on dit, sur ce qu'on montre. Et je pense que quand on arrivera à avoir ça, on comprendra que c'est une bien meilleure manière de parler des choses que plutôt que de les rendre comme ça absolument 100% dramatiques et tout le temps cliché, quoi. C'est voilà. Donc je sauve vraiment rien du truc. Alice Isaz, elle essaie de faire ce qu'elle peut, la pauvre, mais le problème c'est quand elle se retrouve avec des poncifs à sortir de sa bouche, bah elle est obligée. Enfin, il y a rien qui fait naturel. Et puis voilà, quoi. Enfin, c'est vraiment compliqué à regarder, moi je trouve. Et je suis très triste de voir Canal parce qu'en gros c'est du TF1. C'est du TF1 à qui on a essayé de foutre un filtre Instagram pour faire croire que c'est du haut de gamme. Et mais c'est du TF1, quoi. Donc c'est voilà. Aïe aïe aïe. Donc vraiment perdez pas votre temps à regarder ça. Allez voir autre chose, quoi. Ouais, bah justement, au niveau français, moi je suis pas très fan en général, mais j'avais commencé, quand on en a parlé la dernière fois, le Killer Coaster, je l'ai terminé sur Prime Video, là, avec le trio Lamy. Et franchement, très 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 agréablement surpris sur le jeu, sur le scénario et même sur la fin. J'avais entendu ce que tu avais dit, il faut effectivement que je m'y mette pour essayer de me laver les yeux. Le début m'avait déjà bien convaincu, et puis là j'ai regardé les 8 épisodes, et les 2 derniers prennent un virage assez surprenant, et c'était pas mal du tout, ça se termine pas mal du tout. Franchement, je conseille. Et pourtant, j'en conseille quasiment jamais des séries françaises. Au contraire. Et moi, ça m'aurait fait plaisir de vous conseiller une bonne série française, mais là, j'ai été très déçu. Ah ouais. Moi aussi, en série française, au cas où, j'ai vu Sous Contrôle, qui est sur Arte, je crois, et que j'avais commencé la série Mania, que j'ai pu finir là, parce qu'elle sortait la semaine dernière. Et c'était pas mal, même si j'ai un peu moins aimé la fin. C'est le truc avec Léa Drucker ? Exactement. Ah ouais, c'est hyper drôle. Alors là, pour le coup, c'est vraiment très drôle. C'était très drôle. Et, les personnages sont très sympas. Ça se prend pas trop au sérieux. En même temps, c'est plutôt intelligent. C'est un peu fauché par moments, mais ça en joue. Et si vous avez aimé, ils le vendent comme ça. Donc je le fais aussi. Des séries comme Parlement ou des trucs comme ça, c'est un peu la même gamme. Et ça se mange tout seul. Parlement. Oui. Aussi. Et non, mais c'est vrai que Sous Contrôle, alors moi j'ai pas fini la saison, mais les épisodes que j'ai vus étaient vraiment très drôles, un humour totalement absurde, hyper assumé, et Léa Drucker, mais génial dans son rôle, et que j'ai préféré je préfère quand elle est dans ce registre-là que quand elle est dans le pur drame. Et elle est vraiment, je trouve qu'elle a vraiment un tempo comique qui fonctionne très bien. Et ouais, non, c'était vraiment une très très bonne surprise, ça. C'est vraiment, pour le coup, c'est un humour qu'on a peu l'occasion de voir en France, qu'on a vu de manière niche, effectivement, comme Parlement. Et là, c'est bien que ça arrive sur Arte,
pour un plus grand public, quoi. Ça arrive quand du coup? Parce que j'avais vu aussi le C'est début dispo, sur. hein. C'est dispo. Ah, ça y est? C'est la J'avais vu diffusion le début télé. à la série Mania. Je suis pas sûr que la Là, il y diffusion a- télé soit passée, mais en tout cas, Non, c'est la dispo diffusion sur télé n'est Arte. pas passée. Non. Mais Mais la c'est saison sur, Arte sur Arte, Mais quoi. c'est Ok. disponible sur Arte. Hmm. .tv. Ouais, les 6 épisodes sont dessus, ouais. Effectivement. Bon bah voilà, ça nous fait une bonne 4ème émission de cette saison 9, hein, avec beaucoup de choses intéressantes et aussi beaucoup de conneries, mais alors c'est pas possible. C'était compliqué. C'était compliqué. Comment ça, tout. Ah oui, live. Comment ça, Live, tout. Comment ça, tout. Comment ça? J'ai cru que tu allais répondre à truc. Là, on Comment peut ça pas l'accuser de faire le sourcil français. Hein. Là, c'est clair. putain. Comment ça, tout. Comment ça? Tout. Non, pas tout. Bon, bref. C'est n'importe quoi. Le mot de la fin, Sarah, justement. Sarah! Putain, c'était le mien aussi. Ah, bah. Bah, Olivier, alors Sarah. Sarah. Mathieu. Sarah. Elodie. Sarah? Ah, merde, c'était bien. Florian. RAS. C'est ça, Sarah en verlan. C'est clair. Non, c'est Arras, c'est dans le nord de la France. Sarah, C'est au pluriel. Sarras. Le gouvernement de la presse sérieux, comment tu voulais que je suive après ça, quoi. Franchement. De la façon dont vous l'avez dit, tous les quatre, le Sarah, ça faisait un peu le sketch des inconnus, là, avec le prénom de la femme, c'était le film en noir et blanc, là. C'était Rosetta ou un truc comme ça. Puis tout ce qu'il dit, c'est Rosetta. Et puis elle te sort un truc, 3 pavés, et les sous-titres ils suivent plus. Ça me dit rien, ce sketch. Je sais plus si c'est Rosetta, mais c'était un nom comme ça. Voilà, c'était Du coup, ton mot de la fin, c'est au Rosetta. cinéma. Ouais, non, je dirais Sarah. À la Joey. Pas. Il y a un côté de Joey. Sarah. Sarah. si c'était Joey, ce serait Sarah fait la vaisselle. Pour ceux qui ont la référence. Allez, en tout cas, merci à vous 5 de m'avoir accompagné pour cet épisode. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux et commencer à partir du côté de Blue Sky, hein, parce que en Twitter ça va plus durer longtemps. Instagram aussi. Oui, venez dans le ciel on bleu est avec dessus. nous. Venez dans le ciel bleu, effectivement. Ça Puis fait un peu n'hésitez pas à gourou vous- ce que je viens de dire. un peu ouais. À vous abonner à la chaîne YouTube et à la chaîne Twitch parce que les lives se trouvent dessus aussi. Et puis bonne semaine, bonne série, bonne tout ce que vous voulez et surtout Sarah! Bonne journée. Oh, ça fait trop peur. Waouh! et je ne sais pas si vous l'avez écouté, mais j'étais dans le dernier Ça va trancher. Oui. Et à la fin, Sarah ils ont tranché. fait Oui. non pas Sarah tranché, ils ont fait un petit clin d'œil à Monsieur Seri avec bonne et ils ont mis bonne et M à la place de Waouh! et voilà, je trouvais que c'était quand même pas mal. Ouais, Sympa. c'est très très cool. Voilà. Du coup, maintenant, faut Allez, trouver que des chanteurs qui commencent par bonne. Bon hiver. Et ouais.